Aujourd'hui à l'émission, on découvre la programmation artistique de la SAC de Saint-Placide. En lecture, on suit les flèches roses de l'immobilier et notre chroniqueuse Caroline Dionne nous invite à une exposition. Bonne émission! C'est un plaisir de vous voir, Madame Louise Drouin. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je dirais Madame Drouin de la SAC. Ça veut dire quoi, ça, la SAC? La Société Art et Culture de Saint-Placide. Ah. Mais on va parler de la SAC. Okay. De la SAC. Oui, c'est ça. Mais je suis contente. Saint-Placide, c'est rare qu'on reçoit des gens de Saint-Placide. C'est tellement de belles places en plus. Oui, puis je vais en parler tantôt. Les gens ne savent pas c'est où Saint-Placide, alors je vais en parler tantôt. Bien, moi, je sais, comme je disais avant d'entrer en ondes, j'ai un côté de ma famille qui vient de là, puis qu'on dirait que c'est... aller faire un pique-nique là, à côté de l'église, on y va chaque année. Mais là, c'est pas moi qui va parler, ça va être vous. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement, la SAC? C'est un organisme non lucratif? Je vais le dire, la Société d'agriculture de Saint-Placide, c'est une OBNL, un organisme non lucratif, complètement administré par des bénévoles depuis près de 25 ans. Bien sûr, il y a eu du changement, de la relève. Qu'il y a des bénévoles, il n'y a pas d'équipe permanente. Il n'y a pas d'équipe permanente. Depuis 4 ans, il y a un étudiant l'été qui accueille les gens à la Maison de la Culture. C'est tout. Et ça, c'est être passionné. Ouais. Des bénévoles depuis ce temps-là, c'est de la passion. C'est Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur le conseil? Bien, y a-t-il un conseil d'administration? Oui, il y a un conseil d'administration. On est un organisme dûment organisé. On va dire que je suis la présidente de l'organisme. Bien, on va le dire. Bravo. Depuis quelques années. Ah, bravo pour votre implication aussi. Ouais. Là, c'est une équipe de bénévoles, hein? Une équipe de bénévoles impliqués dans le conseil d'administration et beaucoup de bénévoles externes. On a une trentaine de bénévoles aussi, là. Donc, c'est pas que des gens qui sont nés, qui viennent de Saint-Placide, qui habitent à Saint-Placide? La majorité, oui. Mais il y en a de l'extérieur. C'est bon, parce que vous avez toute une... J'étais sur le site Web, toute une programmation, puis c'est beau, c'est clair, c'est diversifié. Merci. Il y a des vendredis, des samedis, mais là, vous allez plus me parler de ça, mais il y a des matinées, j'ai été vraiment surprise. Bravo. Parce que je connaissais les beaux dimanches. Les beaux dimanches qui ont fait la réputation, d'ailleurs, de la SAC. C'est grâce à ça que la Société d'agriculture a été connue, mettons. Depuis longtemps, même des années 90, parce que j'allais au secondaire. Oui. Il y en avait moins, mais il y en avait déjà dans le parc. Oui. Et voulez-vous me parler un peu de la programmation? Oui. Mais avant de parler de la programmation, j'aimerais ça parler justement des particularités puis des atouts qu'on a, la Société d'agriculture, puis le fait d'être à Saint-Placide, tu sais. On a le privilège d'avoir un site presque unique dans la région. Hein? Une église au bord du lac, un parc devant l'église, devant le lac, une pente, c'est presque un amphithéâtre naturel. Il y a du monde qui ont pensé de mettre là-dedans un beau petit kiosque à musique, une scène avec un chapiteau. En 2017, une maison de la culture. C'est de grandeur modeste, là, mais accueillante, polyvalente, puis tout ça. Tu sais, c'est tout petit. Dans le fond, c'est une salle de 50 places. Puis, grâce à la COVID, on a aussi instauré des concerts sur la terrasse. C'est ce que j'allais dire. J'allais vous dire, moi, je n'étais pas allée pendant une couple d'années. Puis, avec la COVID, là, on disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va aller faire un pique-nique à Saint-Placide. Ouais. Ben oui, il y a eu beaucoup de monde dans le parc. Et c'est là qu'on a comme reconnu. Reconnu. Grâce à la COVID, il y a un trio de musiciens, là, David Gauthier, qui nous avait dit « Faites des concerts sur la terrasse, avec les mesures sanitaires, puis tout ça. » Alors, depuis 2020, on fait des vendredis soirs, jazzés ou jazz blues plus, dépendamment de l'appellation, là, sur la terrasse, une 50aine de places. Puis, on a l'église aussi, l'église, qui se transforme en salle de spectacle 2-3 fois par année, pas beaucoup. C'est une salle qui n'est pas équipée du tout, mais qui se transforme complètement pour des concerts là, avec toute la technique qu'il faut, l'éclairage et tout et tout. Alors, l'église de 266 places, parce qu'on a condamné toutes les places où les gens avaient de l'obstruction.
Alors, OK, vous avez tout pensé à ça? Ou on a pensé à ça beaucoup, c'est ça, tu sais. Puis, c'est ça, pour les atouts, là, c'est ça. C'est le site, bien sûr. C'est le volet accueillant, intime, la proximité avec les artistes aussi. Tu sais, un concert sur la terrasse de la Maison de la Culture, là, t'es comme dans ton salon, puis les artistes sont là, sont pas inaccessibles. Fait que c'est vraiment une belle proximité, puis tout ça. L'église, c'est une ambiance particulière. T'es pas obligé d'être croyant pour aimer les églises, là, mais ça met quand même une ambiance d'intimité particulière, tu sais. Alors, je trouve qu'on est chanceux d'avoir ce site-là. Ça, c'est un cadeau. Mais on l'a bien utilisé, je pense. Puis tout ça, on a comme 5 lieux de diffusion, finalement. Le kiosque, la scène, la terrasse, la Maison de la Culture, l'église. Tout ça, ça s'appelle Place de l'Église. Alors, on invite les gens à venir Place de l'Église. Donc ça, ces lieux-là, c'est tout à la même place? Oui, devant l'église, devant le lac. 5 plateformes de diffusion, toutes concentrées à la même place. Et là, j'aimerais ça qu'on parle de la programmation. Ben oui. Parce que j'ai vraiment, comme je vous dis, j'ai vraiment aimé votre site web. J'invite les gens à aller dessus. C'est tellement bien fait. On a la date, la personne. Merci. On a une petite vidéo en bas. Ouais. On peut savoir. Parce que moi, des fois, je regarde des noms puis on les connaît pas. On va les découvrir. Puis là, en pesant dessus, je fais « Oh ben tabarouette, c'est bon, ça. » Ben oui, c'est bon. Alors, la programmation, ce qu'on peut être fier, on essaie d'aller dans la diversité, dans la qualité. On invite les gens à se permettre de découvrir des artistes qu'ils ne connaissent pas nécessairement, justement, la découverte, puis de se laisser toucher. En musique. En musique. Surtout en musique, en exposition, aussi. Exactement. Je vais commencer à parler par les 2 concerts à l'Église à l'automne. En octobre, on a un bluesman de réputation internationale, Harry Manx, OK, qui est né à l'île de Malte, mais qui vit au Canada depuis toujours, plus dans l'Ouest, plus même à Toronto après. Mais il vient ici au Québec, puis on a su la semaine dernière qu'il allait être accompagné par Geneviève Jaudoin, la chanteuse choriste de Belle et Bomme longtemps, qui a gagné la voix en 2019. Vous allez avoir mon père à ce spectacle-là. Alors, imagine-toi, Geneviève Jaudoin au piano, à la voix, avec Harry Manx, ça va être extraordinaire, ça, au mois d'octobre. Et en novembre, pour les amateurs, les amoureux de Noël, les amoureux de la magie de Noël, puis tout ça, il y a un spectacle qui s'appelle Noël avec Joanne Lefebvre. Pas beaucoup de monde qui la connaît. Elle a fait le quart de finale à la voix en 2015. OK? Ils vont être plusieurs sur scène, des costumes, des beaux éclairages, et ils nous garantissent une expérience sensorielle. J'ai hâte de voir ça, avec les plus belles chansons de Noël qu'ils ont répertoriées. Ça, c'est en novembre, à quelque part ici. Oui, parce que ça va, on parle d'été, mais ça va jusqu'en novembre. Oui, 30 novembre. Bon, à l'intérieur de l'Église. C'est ça, OK. Maintenant, cet été, oui. Je vais parler rapidement. On a une exposition, c'est un nouveau concept cette année, une seule artiste qui va faire tout l'été et même jusqu'au 12 octobre. Une exposition en 2 volets, 2 ateliers de dessin je vais vous dire le titre, là, c'est « Je suis une cowgirl ». Oui. C'est une artiste de Montréal, Christine Leblanc, qui est beaucoup dans la recherche, création, un peu documentaire, puis qui veut parler de l'icône de la cowgirl et de la place de la femme dans le monde des caisses agricoles, puis tout ça. Il y a beaucoup de recherche là-dedans. Alors, elle va avoir aussi elle va mettre sur pied 2 ateliers de dessin de chevaux vivants à la ferme ECA à Saint-Placide. Il va y avoir une conférence avec 2 femmes impliquées dans le domaine équestre. Puis, il va y avoir aussi une exposition des dessins qui auront été faits à la ferme durant les Journées de la culture. Bref, à découvrir. Christine Leblanc, une artiste fort intéressante. Donc, on invite les gens à aller voir le reste de la programmation. Ben oui, il y a tellement grande. Il y a des beaux dimanches, des vendredis jazz, blues plus diversifiés avec du latin, du flamenco, du jazz rock, blues, bref, 9 concerts durant l'été et 3 autres à l'automne dans la Maison de la Culture. Art et culture saintplacide.com. Vous avez pensé à tout? Vous avez mis toutes des choses différentes. En tout cas, bravo aux bénévoles qui sont avec vous. Parce que c'est précieux, le bénévole. Oui, puis merci pour l'invitation puis de nous faire voir. Ça fait plaisir. Puis venez nous voir à Saint-Placide. Bon été, on va aller vous voir, c'est sûr. Bonjour, Caroline. Bonjour. J'adore de petites rencontres hebdomadaires. Moi de même. Malgré qu'aujourd'hui, ton sujet est un peu moins
Joyeux. Joyeux, oui, c'est bon. Oui. Tu vas nous parler de l'écrasement du vol 831. Autopsie d'une catastrophe, et il y aura une exposition. Oui, c'est une exposition qui est en cours actuellement au micro-musée du Plan Bouchard à Blainville jusqu'au 13 octobre. C'est gratuit. Qu'est-ce que c'est que ça, le micro-musée? Bien, ça le dit, c'est un petit musée. Ça a été installé dans un conteneur maritime. Alors, c'est vraiment spécial, c'est tout petit, mais c'est fort intéressant. OK. Oui. À chaque été, ils font une exposition dans ce petit conteneur-là. Ils ouvrent les portes, puis un petit moustiquaire, puis là, tu rentres, puis il y a toujours des choses à apprendre, des choses à voir. C'est très beau. Et dans le fond, c'est à l'intersection de Plan Bouchard et du boulevard Céleron à Blainville, pour ceux qui veulent aller voir ça. Donc, il y a toujours des expositions l'été. C'est fort intéressant. Puis on retrouve quoi dans cette exposition-là? Oui, dans le fond, ça documente en texte, en photo, l'écrasement du vol 831 qui est survenu le 29 novembre 1963. Dans le temps, en fait, là, ça s'appelait la municipalité de paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville. Je ne veux pas le manquer. Ça s'appelait comme ça, mais aujourd'hui, c'est Blainville. Donc, ça s'est écrasé à Blainville il y a 60 ans, presque 61 ans. Alors, c'est un avion DC-8 de la Trans-Canada Airlines, qui est l'ancêtre d'Air Canada, donc qui s'est écrasé. Et l'exposition permet d'en savoir plus sur les victimes, sur toutes les opérations là, de récupération des débris, l'enquête aussi. Alors, on a vraiment, on fait le tour de l'événement. C'est pas très long, une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes. Moi, je prends toujours le temps de tout lire. Hein. Là, j'étais toute seule, personne pour dire « Maman, quand est-ce qu'on s'en va? » Là, j'avais le temps de lire tous les textes. Alors, j'ai vraiment pris le temps. Et c'est pas très long, mais c'est fort intéressant comme exposition. Je recommande, évidemment. Ouais. Mais on n'en a pas vraiment entendu parler. Je connaissais l'existence de cet écrasement-là, mais pas plus qu'il faut. C'est pas quelque chose on dirait, qui a été énormément médiatisé. Oui, c'est vrai. On n'en a pas tant entendu parler à l'occasion. Tu sais, quand ça fait 50 ans, on a entendu parler de choses comme ça. Mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, si je te dis lac mégantic, tu penses tragédie ferroviaire. Mais si je te dis Blainville, tu penses pas tragédie aérienne, tu sais. Et pourtant, il y a quand même eu de nombreuses victimes. Comment ça s'est passé? En fait, là, le soir du 29 novembre 63, l'avion, avec à son bord 118 personnes, dont 7 membres de l'équipage, a quitté l'aéroport de Dorval à 18h28 précisément. 5 minutes plus tard seulement, l'avion s'écrasait à Blainville avec une vitesse de 900 km/h. C'est quelque chose. Et un angle de 55 degrés par rapport au sol. Il a vraiment piqué du nez. Okay. L'explosion, l'impact a tellement été fort que ça a été même ressenti jusqu'à Montréal. Il y a eu des secousses de 2,7 sur l'échelle de Richter qui ont été ressenties. Et ça a fait un énorme cratère, cette explosion-là. Il y a eu du feu. C'était les gens, bon, il y avait des témoins dans le temps là, qui ont dit qu'ils avaient vu ça, les flammes et tout ça. Même, il y a des maisons qui étaient proches, dont les vitres ont éclaté avec la force de l'impact. Donc, ça a été vraiment quelque chose d'énorme là, qui est arrivé. Il n'y avait pas beaucoup de maisons dans le Plan Bouchard, j'imagine. Non, il n'y avait pas. Heureusement, il n'y avait personne. Oui. C'était un marécage. Il y avait des maisons proches, mais il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas de maisons comme c'est maintenant. Puis est-ce qu'il y a des survivants? Il n'y a pas de survivants. On espérait qu'il y ait des survivants, mais non. Les 118 personnes à bord de l'appareil, sont décédées sur le coup. Il y a une trentaine de personnes qui ont été identifiées seulement. Les restes humains qu'on a pu récupérer, on les a déposés au cimetière de Sainte-Thérèse. Et là, il y a une grosse plaque commémorative avec tous les noms des personnes, des victimes. Tu sais, il y a quand même 200 enfants qui sont devenus orphelins à la suite de cet événement-là. C'est quand même gros. Et il y a justement, il y en a un d'entre eux qui s'appelle Robert Page. Lui a perdu son père à l'âge de 16 ans. Et puis, il a écrit un livre qui s'appelle « Voices from a Forgotten Tragedy ». Pourquoi on dit ça, tragédie oubliée? Parce que c'est arrivé une semaine après l'assassinat de John F. Kennedy. C'est vrai, dans les mêmes années. Ça a comme passé un peu, tu sais, sous le radar, cet événement-là, même si on s'entend que c'est majeur ce qui est arrivé. Tu sais, ça a bouleversé la communauté. Et ça... Tout de suite après l'écrasement, il y a plein de gens qui sont allés voir les curieux. Les curieux sur la route 11. À l'époque, ça s'appelait la route 11, maintenant c'est Curé-Labelle. Et il y a même des gens qui sont allés piller sur le site, prendre des bijoux, des voyons donc! Ouais, c'est fou comment on est fait. C'est pas tout le monde. C'est sérieux, là, tu sais.
Donc, c'était tellement pas évident pour tout le monde que pour faire des opérations et tout ça, on pouvait pas travailler, il y avait trop de monde. On a même appelé l'armée en renfort. Et là, on a même érigé une petite ville sur place pour que les gens puissent travailler jour et nuit pour sortir les débris de l'appareil. Donc, on a creusé, tamisé de la terre. On n'a pas réussi à récupérer tout l'appareil, le corps qui est toujours enterré sur les lieux de l'accident. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, peut-être que vous habitez dans le secteur, ça s'est passé vraiment près du boulevard Curé-Labelle, à l'intersection des rues des Grives et Vianney, proche du parc des Hirondelles et l'école de l'Envolée à Blainville. Donc, il y a des maisons maintenant, c'est un petit quartier tranquille et tout. Il y a peut-être des gens qui habitent là et qui ne savent même pas qu'ils sont sur les lieux d'une tragédie comme ça. Donc, c'est assez spécial quand on voit, tu sais, qu'est-ce que c'est devenu maintenant, là, tu sais, c'est tout tranquille, on voit rien du tout. Il y a plusieurs thèses qui ont été avancées pour expliquer l'écrasement, mais on n'a pas... c'est pas concluant en réalité. C'est pas un geste volontaire. Ça, on est certain que c'est pas un geste volontaire. Mais on dit que ce serait probablement une défaillance mécanique. Il y a d'ailleurs 2 autres DC-8 qui se sont écrasés aussi dans les années suivantes. Donc, il y avait vraiment un problème avec cet avion-là. Ça a coûté la vie à bien des gens et ça a traumatisé bien des gens aussi. Oui, puis il y a plein de familles là, qui se sont ramassées, pas de... comme tu dis, orphelins, plus de parents, plus de famille. Oui, exactement. Et donc, ces gens-là peuvent connaître leurs parents juste à travers les récits des autres personnes ou les coupures de journaux. Tout ça, c'est quand même assez triste. Puis moi, je dis, il ne faut pas oublier ça. Il faut se rappeler toujours de cet événement-là. Alors, c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui. Ah, bien, bravo. C'est le fun. Je veux dire, c'est pas le fun, mais c'est bien de savoir ce qui s'est passé près de chez nous, puis que ça soit beau, que ça soit moins beau, et qu'on n'oublie pas ces gens-là. Oui, allez voir l'exposition. Oui, bien, merci, Caroline. Ça me fait plaisir. Je suis contente de recevoir Caroline Lavoie. Bonjour. Bonjour. Caroline, bien, je suis contente parce que je suis en train de te découvrir parce que tu es autrice. On dit auteur. Je ne m'habitue pas encore à autrice. Je dis plutôt auteur. Donc, tu es auteur, femme d'affaires aussi. Oui. Et là, tu as décidé de mélanger un peu tout ça. Oui. Donc, parle-moi un peu de toi. Bien, moi, depuis 2018, en fait, je suis courtier immobilier, la courtier immobilier en rose depuis 2012. Dans ma belle crise de quarantaine, j'ai réalisé ce rêve-là. Mais en 2018, j'ai eu une nouvelle passion qui s'est développée, mais enfin un vieux rêve, c'est d'écrire. Alors, j'ai écrit 2 premiers livres qui étaient mes récits de vie sur ma vie personnelle. Mais le 3e dont je viens parler aujourd'hui, bien, depuis 2018, on m'appelle la courtier en rose qui écrit pendant ses pauses. Mais là, vraiment, j'ai écrit sur l'immobilier, donc mes histoires immobilières pour aider les histoires immobilières des gens que j'accompagne depuis 12 ans. On va parler de ton livre et tout ça, du sujet, mais là, ça me brûle les lèvres depuis tantôt. Il faut que je sache pourquoi le rose. Oui, ça histoire en arrière de ça? Oui, moi tout ce que je fais, il y a une histoire, j'appelle ça la pointe de l'iceberg, si on peut dire, de ma décision. Moi, je viens d'une famille de 4 enfants et les 3 autres, c'était des garçons. OK. Alors moi, quand je suis au monde dans la vie de mes parents, qui étaient un certain... Mon père avait même 52 ans. Là, quand je suis arrivée, la surprise qui est arrivée dans leur vie, bien évidemment, une fille... alors, j'ai énormément. Pour les peu de photos que j'ai de mon enfance, je suis tout le temps en rose. Ah, OK. Je pensais que c'était le contraire. Je pensais que tu mettais le linge de tes frères. Non, là, c'est du rose. Là, tu avais besoin de mettre du rose. Oui. Fait quand j'ai choisi de devenir... Le branding de courtier en rose n'est même pas sorti pour ma photo professionnelle. Je me suis habillée en rose, puis là, le branding est parti à partir de là. Bien, fait que c'est vrai. Puis, je dirais que c'est un peu... Aujourd'hui, je peux dire que c'est en mémoire de ma maman. Qui aimait beaucoup le rose, les roses, tout ce qui a rapport au rose, au mauve, tout ça. C'est une belle idée. Puis il y en a tellement de courtiers qu'il faut se J'ai une auto rose. Encore est un peu sur la fin de sa retraite, là, mais j'ai une auto rose aussi qui j'appelle mon carrosse de rêve immobilier. Fait qu'effectivement, je pense être la seule avec une auto rose. Puis c'est vraiment... Bien, il y a Barbie. Oui, j'avais de la compétition l'année passée. Oui, l'année passée. Oui. Mais là, et est-ce que c'est dans cette voiture que tu fais des voyages? Parce que je pense que tu écris tu connais la Haute-Gaspésie? Oui, c'est tout récent. Okay. Bien, c'est tout récent. En fait, moi, mon père est natif de Rimouski.
Donc, moi, j'ai de l'eau salée dans le sang. J'ai grandi sur les berges du fleuve Saint-Laurent, d'un endroit que peu de gens connaissent aussi pendant presque 10 étés. Au Bic, ça s'appelle, tu sais, Floravie. J'avais jamais été... J'ai aussi eu des conjoints gaspésiens. Fait que je connaissais la Gaspésie, mais il y a 30 ans. Et là, j'ai des clients, ce qui est arrivé, c'est en pandémie, il y a des gens qui ont voulu sortir de la ville puis aller vraiment loin, donc dans d'autres pays. Et là, mon éditrice de mes livres, bien, elle est déménagée l'année passée, mais on avait commencé à faire l'exploration l'autre année avant. Mais ça faisait 30 ans que je n'avais pas été vraiment en Gaspésie pour d'autres raisons qu'à l'époque. Fait que là, ça m'a donné un coup de cœur pour développer une clientèle, changer mon branding, la Rose des Vents. Puis les Flèches Roses découlent de ce move-là que mon éditrice a fait en Haute-Gaspésie. Parce que là, je démystifie la Gaspésie. C'est très grand, la Gaspésie. Fait qu'elle est comme dans le centre. C'est pour ça qu'on dit la Haute-Gaspésie, c'est quand on dépasse un peu plus en montant. Et les Flèches Roses de l'immobilier, c'est le titre de ton livre? Oui. Oui. Et, mais parlons un petit peu de... Ça dit quoi? Est-ce que ça dit... Moi, c'est quoi la clientèle? Moi, je vais acheter une maison, je lis ça. Moi, je veux devenir courtier, je lis ça. Toutes ces raisons-là sont bonnes. Je dirais, moi, c'est un peu... Les Flèches Roses est né du fait que mon éditrice, pendant que je vendais sa propriété ici dans la région, elle faisait Compostelle. Puis à Compostelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est des flèches jaunes. Parce que je savais pas oui, ça. quand tu sais, les gens qui font des centaines de kilomètres, c'est des flèches jaunes. Et de là est né les Flèches Roses. Et les Flèches Roses, bien, c'est vraiment pour guider. Moi, je me considère pas comme une courtier immobilier, mais j'ai le titre, j'ai le permis, j'ai les compétences, les connaissances, mais guide et accompagnatrice. Puis les Flèches Roses, bien, tu peux avoir plusieurs chemins, tu sais, dans plusieurs chemins. Fait que c'est vraiment pour accompagner les gens dans le bon chemin, puis ça peut être vraiment la personne qui va sa première maison, sa dernière maison, un courtier immobilier qui aurait besoin d'avoir ma façon de voir les choses, parce que j'ai quand même une façon particulière d'accompagner mes gens. Fait que des fois, des petits trucs, des gens qui sont tous reliés à mon domaine aussi peuvent trouver... Ça veut dire quoi, ça, des façons particulières? Bien, je dirais au niveau, j'accompagne, moi, l'immobilier, je considère ça comme 80 émotionnel, 20 transactionnel. Avant, j'étais designer d'intérieur commercial. J'aurais pas pu faire de l'immobilier commercial parce que ce que j'aime dans l'immobilier, c'est l'accompagnement humain. Puis c'est vraiment, vraiment important pour moi de connaître les histoires des gens. Les gens qui connaissent la mienne, fait que moi, dans les Flèches Roses, j'ai plus de secret pour vraiment mes propres transactions. Puis depuis l'âge de 7 ans, on parle de la maison familiale, je remonte avant que je sois courtier immobilier. Fait que c'est vraiment de gérer les émotions, parce qu'en immobilier, surtout dans les dernières années, c'est la gestion d'émotions qui m'a amenée à bon port, dans le bon chemin du Compostelle immobilier. Là. Fait que des fois, on oublie cette partie-là qu'on ne vend pas un bien matériel, mais une histoire, des souvenirs. On a eu des enfants dans les maisons. Puis des fois, c'est pas toujours des choses positives. J'ai des clients qui ont eu des traumas dans ces maisons-là. Fait que quand tu accompagnes quelqu'un, pour moi, c'est vraiment d'accompagner son histoire, puis comprendre son why de sa prochaine histoire, le why du pourquoi là, puis le why, comme un peu un why entrepreneurial, le why dans tout ce qu'on fait. Bien, moi, je travaille sur le why de mon client. Fait que là, ça, c'est une façon, je dirais, qui est un peu hors norme. J'aime créer des pistes. L'endos de mon livre disait « Aller où il n'y a pas de route et créer une piste ». Fait que des fois, les gens sont surpris que je parle de leur histoire avant de parler de la maison. Fait que c'est important, ça. Après ça, on est capable de mieux accompagner la vente de la maison pour le prochain projet aussi. Là. Les raisons sont... Il y a une raison pourquoi on vend, puis c'est la première chose que je pose, ou quand on achète aussi. Fait que c'est vraiment de comprendre l'histoire. Puis après, là, on fait notre travail de courtier immobilier. Donc, tu vends encore. Est-ce que d'être auteur, est-ce que c'est quelque chose... Tu peux continuer à faire les deux? Oui. Ou c'est plus un chemin qui... Les deux, parce que... Les deux, puis tu as l'air quand même très passionné des deux. Oui, bien, parce que mes livres me permettent aussi d'ouvrir des portes à l'immobilier, parce que mes gens me connaissent. Je pense que quand tu engages, à l'heure où on est aujourd'hui, tu demandes à quelqu'un, un entrepreneur, bien, tu aimes ça connaître d'où il vient, qui il est. Puis dans mes livres, bien... Tu te mets vraiment moi, vraiment à nu. Fait que les gens, ils connaissent vraiment... Tu sais, au début, les gens ne comprenaient... J'en parlais pas beaucoup, les deux premiers livres, j'avais peur que les gens pensent que je ne m'occupais pas assez bien d'eux, mais ils me demandaient où tu as écrit la nuit. On n'a jamais l'impression que tu as écrit où, quand, comment. Mais les Flèches Roses de l'immobilier, bien, c'est une partie des histoires de mes clients, mais je reste discrète et l'éthique professionnelle. Mais lui, je l'assume, puis il est à mon nom. C'est le premier qui est à mon nom aussi. Oui, parce que c'est ton troisième. Oui. Donc, tu as collaboré avec d'autres gens
pour les 2 autres? Oui, la même maison d'édition. Okay. Oui, la même maison d'édition pour les 3 livres. Puis il a été lancé tout récemment. Tout récemment. Puis on peut le retrouver où, ce livre-là? On peut le retrouver sur escapaderépibonheur.com, premièrement. On peut le retrouver avec moi, j'ai toujours des copies. On peut le retrouver dans les librairies indépendantes aussi. Pour l'instant, là graduellement, c'est en train d'aller dans plus de librairies au Québec. Donc, les librairies.ca, c'est pour l'instant dans une quinzaine de librairies, mais ça peut être dans les prochaines semaines, il va y avoir d'autres librairies qui vont aussi... Je te souhaite un super beau succès, autant d'un côté que de l'autre, mais pour ton livre. Avec un grand merci. Merci de m'avoir invitée à pouvoir parler de ce qui me passionne dans la vie. En tout cas, ça paraît que tu es passionnée. Oui. Puis à chaque fois que je vais... Là, c'était pas voulu que je mette du rose, là, mais quand je vais mettre du rose, je pense à toi. Oui. Merci. Merci beaucoup. À toi. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Sur ma terrasse.